Voici ta valise. Rentre chez ta mère avant que je n'appelle les voisins et que je ne te fasse sortir de force. » Geneviève posa la valise noire au milieu de l'entrée avec fracas. Les roulettes heurtèrent le seuil et la poignée métallique rebondit contre le mur. Céline se tenait près de la porte de la cuisine, gardant toujours un torchon à la main. 10 minutes plus tôt. Elle lavait les tasses après le dîner. À présent, sa belle-mère donnait des ordres dans son appartement, comme si elle avait déjà reçu les clés et les titres de propriété. Antoine était adossé à l'armoire, les bras croisés sur la poitrine. Il n'arrêta pas sa mère et ne lui demanda même pas de baisser la voix. Au contraire, il sortit son téléphone, alluma la caméra et déclara froidement : « Si tu sors maintenant, tu ne pourras plus rentrer. Ne dis pas ensuite qu'on ne t'avait pas prévenu. » Asbise. Céline regarda d'abord le téléphone, puis son mari. La caméra n'était pas pointée sur Geneviève, qui criait et agitait les bras, mais uniquement sur elle et sur la valise. Le matin même, Antoine disait que le soir, ils devaient discuter calmement du budget familial. La conversation avait commencé par la demande de donner à sa mère 2000 € pour les travaux de sa maison de campagne. Lorsque Céline refusa de puiser cet argent dans leur compte épargne, Geneviève la traita d'avare et déclara qu'une épouse digne de ce nom ne comptait pas ce qui était dépensé pour la mère de son mari. Antoine exigea que l'argent soit transféré immédiatement. Céline proposa de voir d'abord un devis. Après cela, la conversation calme s'était soudainement transformée en une expulsion préparée à l'avance. « Tu vis depuis 8 ans au crochet de mon fils », cria la belle-mère en ouvrant grand la porte d'entrée. « Et maintenant tu me demandes des comptes pour chaque planche. Dehors. On verra bien qui voudra de toi sans cet appartement et sans Antoine. » En fils, la porte de l'appartement d'en face s'entr'ouvrit. Marguerite, une voisine âgée, vêtue d'une robe de chambre chaude, passa la tête dans le couloir. À l'étage en dessous, une autre porte claqua. Geneviève éleva la voix, comptant manifestement sur un public. Elle annonça que Céline insultait son mari depuis des années, cachait son salaire et refusait d'aider la famille. Antoine continuait de filmer. Il tourna son téléphone pour que la porte ouverte et la valise au pied de sa femme soient dans le cadre. Céline comprit enfin. Il ne voulait pas seulement lui faire peur. Il voulait enregistrer comment elle prenait elle-même ses affaires et quittait l'appartement. « Vous avez déjà fait mes affaires ?» demanda-t-elle. « Tout le nécessaire est là », répondit la belle-mère d'un ton triomphant. « Tu récupéreras le reste plus tard. Si Antoine le permet. » And zing. Céline posa le torchon sur le meuble et s'approcha de la valise. Elle ressemblait effectivement à sa valise de voyage, noire, de taille moyenne, avec un coin usé près des roulettes inférieures, sauf qu'il n'y avait pas le ruban rouge sur la poignée, qu'elle avait attaché avant leur voyage à Bordeaux l'année dernière. À la place, une étiquette de bagage délavée pendait sur le côté. Céline se pencha. Mais Antoine fit immédiatement un pas en avant. « Ne fais pas de scène. Prends-la et pars. Sauf, je veux vérifier ce que ta mère a décidé de me laisser pour les premiers jours. » On dead. « Ce sont tes affaires, » dit brusquement Geneviève. « C'est moi qui les ai pliées. » Et bonne. Céline remarqua comment sa belle-mère jeta un coup d'œil rapide à son fils. Juste un mouvement des yeux, mais la peur y passa. Céline s'accroupit, tourna les molettes du code sur la combinaison standard qu'ils utilisaient en voyage et tira sur les fermoirs. L'un s'ouvrit tout de suite. Le second coinça. Antoine tendit la main, comme s'il voulait l'arrêter. Mais Marguerite était déjà sortie sur le palier et demanda s'il fallait appeler la police. « Ne vous en mêlez pas », lança Antoine. « Ma femme part de son plein gré. Renvais. Pour l'instant. Elle n'est allée nulle part, » répondit la voisine. « Et l'appartement, si je me souviens bien, c'est sa grand-mère qui le lui a laissé. » And. Le visage d'Antoine se crispa. Céline tira plus fort sur le fermoir. Le couvercle de la valise s'ouvrit grand. Sur le dessus se trouvaient 3 chemises d'homme, une blanche, une bleue et une gris foncé. Céline les reconnut tout de suite.
Antoine portait la bleue lors de son salon professionnel à Lille en février. Et elle avait donné la grise au pressing après son voyage d'affaires de mars. À côté se trouvait son rasoir électrique, un chargeur, une ceinture en cuir et une petite trousse de toilette. Il n'y avait pas une seule affaire à Céline à l'intérieur. Geneviève octa et plaqua sa main sur sa bouche. « C'est la valise d'Antoine », dit calmement Céline. « Quelle importance », répondit rapidement son mari. Ma mère a confondu. Prends la tienne et pars. En fait, il se pencha, s'apprêtant à refermer le couvercle. Mais Céline avait déjà soulevé une boîte de parfum pour femme. Le flacon était scellé. Sur l'emballage figurait une étiquette de prix indiquant 150 €. En dessous se trouvait un foulard en soie rouge avec un monogramme doré et un petit écrin de bijouterie. L'écrin s'avéra vide. Antoine lui arracha la boîte de parfum et la rejeta dedans. C'est un cadeau pour une collègue du département. Je devais lui transmettre. After 9. Quelle collègue ? Demanda Céline. Ça ne te regarde pas. Only one. Alors pourquoi ta mère a-t-elle mis le cadeau de ta collègue à côté de ton rasoir ? Geneviève tenta de pousser du pied une pochette transparente sous les chemises. Céline eut le temps de remarquer le coin d'une feuille avec le logo d'une banque. Elle retira la pochette avant que sa belle-mère ne puisse s'en emparer. À l'intérieur se trouvait un contrat de crédit à la consommation de 10 000 €. L'emprunteur désigné était Antoine Morel. Le contrat avait été signé 8 mois plus tôt. Mais Céline le voyait pour la première fois. Sur la feuille suivante se trouvait l'échéancier des paiements. Plusieurs mensualités avaient été versées en retard, et le montant de la mensualité correspondait presque à l'argent qu'Antoine prétendait récemment donner pour les travaux de la maison de sa mère. « Tu as pris un crédit ?» demanda Céline. « Pour des frais professionnels. L'entreprise rembourse tout. » Aminhausen. Pourquoi alors la banque prélève-t-elle les paiements sur notre compte commun ? Antoine cessa de filmer et rangea son téléphone dans sa poche. Il ordonna à sa mère de fermer la porte. Mais Geneviève semblait ne pas entendre. Elle regardait la valise ouverte comme s'il n'y avait pas des chemises et des papiers à l'intérieur. Mais une condamnation. Céline tourna encore quelques documents. Sous le contrat de crédit se trouvaient des additions de restaurant, une quittance de location d'appartement et 2 factures d'un hôtel de campagne. Toutes les dates correspondaient au jour où Antoine était prétendument en voyage d'affaires. Sur une facture était indiqué un dîner pour 2, une chambre avec un lit double et un départ tardif. « Les clients dorment aussi dans la même chambre que toi maintenant ?» demanda Céline. « Donne-moi ça. » Antoine se rua vers la pochette. Céline recula dans le couloir. Marguerite se plaça entre eux et leva son téléphone. Le voyant rouge indiquait que l'enregistrement était déjà en cours. Antoine s'arrêta. Céline photographia alors rapidement la première page du contrat de crédit et les 2 factures d'hôtel. Geneviève se mit à crier que sa belle-fille volait les documents de son mari. 1 minute plus tard, elle affirmait déjà que quelqu'un avait glissé les papiers exprès. Encore 1 minute plus tard, elle qualifia l'hôtel de lieu de négociation commerciale. Chaque nouvelle version contredisait la précédente. Au fond de la valise, Céline découvrit un reçu de bijouterie. Un bracelet en or avait coûté 1 200 €. Au reçu était joint un bon de garantie, rempli de l'écriture soignée du vendeur. Dans la case « Destinataire du cadeau », il était écrit Chloé Moreau. Céline ne connaissait ce nom ni parmi les proches, ni parmi les collègues de son mari. « Qui est Chloé ?» demanda-t-elle. Antoine garda le silence. « Sa cliente », dit précipitamment Geneviève. « Une collègue », prononça Antoine en même temps. Marguerite redemanda doucement. « Alors, cliente ou collègue ?» Le mari et la belle-mère se tournèrent l'un vers l'autre. Céline vit sur le visage de Geneviève la colère d'une personne qui a compris qu'on l'a attrapé non pas sur le mensonge lui-même, mais sur une version mal coordonnée. Antoine tendit la main vers le reçu. Mais Céline avait déjà photographié le bon de garantie. Il lui attrapa alors le poignet. Marguerite dit d'une voix forte qu'elle filmait tout et qu'elle appellerait immédiatement la police s'il ne lâchait pas sa femme. Antoine desserra les doigts, mais cracha entre ses dents que Céline le regretterait si elle sortait des papiers familiaux de l'appartement. Geneviève perdit soudain son sang-froid. « Je t'avais pourtant prévenu » cria-t-elle à son fils. « Je t'avais dit de ne pas garder les affaires de Chloé à la maison. »
Il fallait les emmener tout de suite à la campagne. Les mots restèrent suspendus dans l'air. Antoine pâlit. Sa mère comprit ce qu'elle venait de dire et tenta de se corriger. Je ne voulais pas dire ça. Ce sont des affaires pour Chloé. Des cadeaux de l'entreprise. Zero gay. Avec le contrat de crédit, le rasoir et les factures d'hôtel. Précisa Céline. Antoine s'en prit à sa mère, lui ordonna de se taire et la repoussa dans l'appartement. Mais il était trop tard. Marguerite avait tout enregistré. 2 autres voisins apparurent dans les escaliers. Céline regarda l'étiquette du bagage. On y lisait distinctement le nom d'Antoine et le numéro du vol de février. Il n'y avait plus aucune confusion accidentelle possible. Geneviève avait elle-même préparé cette valise. Sachant parfaitement à qui appartenaient les affaires et pourquoi il fallait les faire sortir de la maison. Céline ferma la pochette et la posa à côté de la valise. Elle ne cria pas, ne pleura pas et ne demanda pas à son mari s'il en aimait une autre. À cet instant, autre chose était plus important. Antoine avait secrètement contracté un gros crédit, dépensait leur argent commun et, avec sa mère, tentait de filmer comment la propriétaire légitime quittait volontairement son propre appartement. L'infidélité expliquait les cadeaux et les hôtels, mais n'expliquait pas la scène minutieusement préparée devant la porte. Tu n'iras nulle part avec ces documents. Dites Antoine. Cet appartement est autant le mien que le tien. Ah, c'est non. Ton nom ne figure pas sur l'acte de propriété. Euclance. Nous sommes mariés depuis 8 ans. J'ai investi tellement d'argent ici que tu m'en devras encore. Office Anitu. Geneviève retrouva son assurance. Elle déclara aux voisins que son fils avait payé toutes les rénovations, remplacé les fenêtres, la plomberie et l'électricité, et que Céline voulait maintenant le jeter à la rue après des années d'entretien. Antoine ordonna à tout le monde de se disperser et claqua la porte au nez de Marguerite. Ensuite, il souleva la valise. Mais Céline retint la poignée. Vous l'avez mise devant la porte en disant que c'était mes affaires. Maintenant, ouvrez tout jusqu'au bout. En flest, tu ne verras plus rien. Siffla Antoine. Il arracha la valise et la traîna dans la chambre. Geneviève suivit son fils. Céline resta dans l'entrée. Sauvegardant les photos sur son espace de stockage en ligne, elle entendait sa belle-mère accuser Antoine d'insouciance derrière la porte fermée de la cuisine et lui demandant pourquoi sa mère avait pris foi cette fois valise-là. Leur voix devenait de plus en plus basse. Céline alluma le dictaphone et s'approcha. « C'est toi qui m'as dit de cacher tout ce qui est lié à Chloé. » murmura Geneviève. « J'allais emmener la valise à la campagne ce matin. Elles sont identiques. J'ai pris la mauvaise. Maintenant, elle a les photos. Tu te rends compte de ce que tu as fait. Efface-les de son téléphone pendant qu'elle dort. Insiste. Elle a déjà pu les envoyer à quelqu'un. Un offier. » Ils restèrent silencieux pendant quelques secondes. Puis la belle-mère demanda d'un tout autre ton. « Et qu'est-ce qu'on fait du papier maintenant? Elle doit le signer aujourd'hui. Sans cette signature, tout le plan tombe à l'eau. » Eindorm. Céline arrêta l'enregistrement. Ses doigts s'étaient glacés, mais elle avait clairement reconnu la voix derrière la porte. Ainsi, la valise n'était qu'une erreur. Tout le reste l'écrit. La porte ouverte. Le téléphone d'Antoine et l'exigence de partir. Ils avaient tout préparé à l'avance. Restait à découvrir quel papier exactement elle devait signer et pourquoi son mari avait besoin d'une preuve qu'elle avait quitté son propre appartement d'elle-même. Céline resta immobile devant la porte fermée de la cuisine pendant quelques secondes. Derrière, Antoine et Geneviève continuaient de se disputer en chuchotant, mais les mots les plus importants étaient déjà enregistrés. Un papier qu'elle devait signer foi aujourd'hui, un plan qui avait échoué à cause d'une valise échangée. Céline sauvegarda l'enregistrement audio. En envoya une copie à sa boîte mail professionnelle et rangea le téléphone dans sa poche. Puis elle retourna dans l'entrée, ramassa le torchon sur le meuble et se dirigea calmement vers la cuisine. En la voyant, sa belle-mère se tut instantanément. Antoine se tenait près de la table, tenant entre ses mains une pochette transparente qui n'était pas dans la valise auparavant. « Nous avons décidé de te donner une dernière chance, » dit-il. « Assis-toi. Tu signes le papier. Tu vas vivre séparément.
Et ensuite on discutera pour savoir s'il y a un sens à sauver notre famille. Nosting. Sur la table reposait un document de 4 pages. Le titre était imprimé en grosses lettres fois accord de résidence séparée temporaire des époux. Antoine posa un stylo à côté et poussa les papiers vers Céline. Geneviève se plaça derrière sa chaise, comme si elle s'apprêtait à surveiller chaque mouvement de sa main. Le premier point stipulait que Céline quittait volontairement l'appartement en raison d'un conflit familial. Le deuxième, qu'elle ne s'opposait pas à ce qu'Antoine continue de résider à cette adresse. Le troisième point s'avéra le plus curieux. Céline était censée reconnaître que son mari avait investi 25 000 € dans les rénovations et l'aménagement du logement. « Où sont les preuves de ce montant ?» demanda-t-elle. « Je te les montrerai plus tard, » répondit Antoine. « Pour l'instant, signe juste. »« I'll agree. Je ne signe pas des documents qu'on ne me laisse pas lire. »« This. Il y a 4 pages. Pas le code pénal. » intervint Geneviève avec irritation. Une femme normale s'excuserait auprès de son mari et partirait le temps qu'il se calme. « Et toi, tu fais déjà un procès pour chaque virgule. »« Alright. » Céline tourna la dernière page. Les emplacements pour les signatures étaient préparés à l'avance. Sous le nom de famille d'Antoine figurait déjà une date, apposée 3 jours plus tôt, ce qui signifiait que le document n'avait pas été rédigé après la dispute d'aujourd'hui, ni à cause de la valise échangée, 3 jours avant que sa belle-mère n'ouvre la porte devant les voisins. Ils avaient déjà décidé que Céline devait quitter volontairement l'appartement. Elle photographia la page. Antoine la recouvrit immédiatement de sa paume. « Range ton téléphone. »« I a dit. Pourquoi tu filmais bien tout à l'heure comment je partais, soi-disant volontairement ?»« I know. Je documentais ton comportement. Parce que tu agis de manière irrationnelle. »« Oh, and to do. Je lavais des tasses quand ta mère a posé la valise devant la porte. »« Oh, Christ. » Geneviève frappa la table de la paume de sa main. « Ça suffit de tout déformer, Antoine t'a surprise en train de mentir. Et maintenant tu essaies de le rendre coupable. » Chloé est sa cliente. Le bracelet a été acheté pour le compte de l'entreprise. À l'hôtel, c'était une réunion d'affaires. Et le crédit de 10 000 €, c'est aussi l'entreprise qui l'a pris. Andere. Ce crédit ne te regarde pas. Coupa Antoine. Il est à mon nom. Esteman. Mais les prélèvements partent de notre argent familial. Yama. Antoine retira brusquement le document de sous sa main. Il déclara que Céline mélangeait délibérément les dépenses personnelles et professionnelles parce qu'elle cherchait depuis longtemps un prétexte pour se débarrasser de son mari. Selon sa nouvelle version, le rasoir se trouvait dans la valise depuis un voyage d'affaires. Le parfum était destiné à la secrétaire d'un client important. Et le service comptable n'avait pas encore eu le temps de rembourser les factures d'hôtel. Pourquoi le bon de garantie avait-il été établi au nom de Chloé Moreau? Et pourquoi sa mère s'apprêtait-elle à cacher ses affaires à la campagne? Il refusa de l'expliquer. Au lieu de cela, Antoine exigea de voir son téléphone et qu'elle supprime les photos des documents. « Ce sont mes documents bancaires, » dit-il. « Tu n'as pas le droit de les diffuser. »« Nesexana. Et toi. As-tu le droit de payer secrètement tes hôtels avec notre compte? Si tu ne me rends pas mon téléphone, j'appelle la police tout de suite. Et je dirai que tu as volé le contrat de crédit. » Oh. Céline posa l'appareil sur la table, écran vers le bas. Appel. Au passage, Marguerite leur montrera la vidéo où tu m'attrapes par le bras et essaies de me pousser hors de mon propre appartement. Andy Darber. Antoine se figea. Geneviève changea immédiatement de ton. Elle s'assit en face d'elle, soupira lourdement et dit qu'elle ne voulait pas de scandale. Selon elle, Céline était simplement fatiguée. Antoine s'était emmêlé dans ses explications et la famille se retrouvait au bord de la rupture à cause de quelques reçus stupides. La belle-mère tenta même de prendre la main de sa belle-fille. Mais Céline se recula. Geneviève proposa alors un compromis. Céline signe l'accord. Part chez sa mère. Antoine promet de ne plus voir Chloé dans le cadre du travail. « Donc vous savez finalement qu'il la fréquente ?» demanda Céline. Lui-même a parlé d'une cliente. Je n'ai prononcé son nom que dans le couloir. Avant ça, vous l'aviez déjà prononcé vous-même. Assenbury.
Sa belle-mère retira sa main et pâlit. Antoine se mit à crier que sa mère avait pu entendre le nom plus tôt. Pendant que Céline regardait le bon de garantie, il parlait trop vite et jetait sans cesse des regards vers le téléphone de sa femme, puis il s'empara de l'accord et déclara que l'offre n'était valable que jusqu'à minuit. Si Céline ne signait pas le document, il rassemblerait les factures des travaux, porterait plainte et exigerait une compensation. Selon lui, après le remplacement des fenêtres, de l'électricité et de la plomberie, la valeur de l'appartement avait presque doublé. Donc la moitié du logement lui appartenait en toute justice. Les fenêtres ici, c'est ma grand-mère qui les a changées, rappela Céline. Bien avant notre mariage, Horace, et les tuyaux, et la cuisine et les placards. J'ai payé la cuisine. Pour les placards, nous avons pris un paiement échelonné sur mon compte. Dast Vine. Eh bien, nous réglerons ça lors d'une réunion de famille. Pour savoir qui a payé quoi. Intervint Geneviève. Que la famille entende les deux versions. Dimanche. Tout le monde viendra ici. Et tu ne pourras plus nous faire passer pour des escrocs. Alice. Céline la regarda plus attentivement. Ici. Dans son foi appartement, tant que tu es la femme d'Antoine. L'appartement appartient à la famille. Déclara sa belle-mère. Ne joue pas à la châtelaine. N5 Daddy. Antoine soutint sa mère. Il dit qu'il inviterait sa sœur, l'oncle Victor, son cousin et sa marraine. Tous savaient prétendument combien d'argent il avait investi dans le logement. Céline comprit pourquoi ils avaient besoin d'une assemblée publique. D'abord, il devait la faire passer pour hystérique devant les voisins, puis la forcer à signer le papier devant les proches, même si le document ne donnait pas de droit de propriété à Antoine. Il pouvait l'utiliser comme preuve d'une séparation volontaire et de la reconnaissance d'une dette fictive. Quelques minutes plus tard, Geneviève appelait déjà la famille. Elle ne s'isolait pas dans une autre pièce et parlait délibérément fort. Oui. Céline a jeté Antoine dehors. Tu imagines? Après tout ce qu'il a fait pour elle. Elle a trouvé des reçus professionnels et a fait une scène. Non. Nous ne le laisserons pas à la rue. Dimanche, vous viendrez et vous entendrez tout par vous-même. And before. On me jetait dehors il y a 5 minutes. A fit remarquer Céline. Sa belle-mère couvrit le micro de sa main. Prouve-le. Oh. Marguerite a tout filmé. Henscanner. Le visage de Geneviève changea, mais seulement pour une seconde. Puis elle reprit sa conversation et ajouta que sa belle-fille avait monté la voisine contre eux exprès. Pendant ce temps, Antoine envoyait à quelqu'un la vidéo du couloir. La vidéo ne montrait ni le début de la dispute, ni les cris de sa mère, ni la valise ouverte. Il avait coupé l'enregistrement pour ne laisser que le visage de Céline, ses mots sur les documents et le moment où elle retenait la poignée de la valise. Sous la vidéo, il avait écrit « Elle a pris mes affaires et exige que je renonce à l'appartement. » To Zephany. La première à appeler fut la sœur d'Antoine. Sans dire bonjour, elle accusa Céline d'ingratitude et déclara que son frère portait tout sur ses épaules depuis 8 ans. Puis elle ajouta « Maman m'a dit tu avais l'intention de divorcer depuis longtemps et c'est pour ça que tu cachais l'argent. » 8. Quel argent? Ne fais pas l'innocente. Antoine connaît l'existence de ton compte séparé. On sait. Céline raccrocha. Le compte séparé était un compte épargne ouvert avant le mariage. Antoine le savait parfaitement. Mais maintenant, il présentait ses économies personnelles antérieures au mariage comme des fonds familiaux dissimulés en secret. L'enjeu n'était donc pas seulement l'appartement. Ils avaient besoin d'une excuse pour l'accuser de fraude financière et détourner l'attention de leurs propres dépenses. Vers 23 heures, Geneviève s'installa dans le salon, déclarant qu'elle ne laisserait pas son fils seul avec une femme agressive. Antoine enferma la valise dans la chambre et prit la clé. Il s'approcha de Céline à plusieurs reprises, exigea qu'elle signe l'accord et promit qu'il lui expliquerait ensuite l'histoire avec Chloé. Lorsqu'elle refusa, il menaça de changer le mot de passe de l'Internet domestique le lendemain matin, de bloquer la carte familiale et d'informer sa direction qu'elle utilisait sa boîte mail professionnelle pour stocker des documents volés
Tu crois vraiment qu'on va me croire? Et toi? On te croira, demanda-t-il avant de fermer la porte de la chambre. Regarde qui était seul aujourd'hui. Et qui était soutenu par sa famille. Eza. J'ai vu qui se tenait avec les preuves, répondit Céline. Elle resta dans la cuisine. Elle vérifia d'abord si l'enregistrement de la conversation avait été sauvegardé. Ensuite, elle ouvrit l'application bancaire. Ils utilisaient rarement le compte épargne commun. Chaque mois, ils y viraient une partie de leur salaire et prévoyaient, dans un an, de faire un remboursement anticipé pour un petit appartement qu'ils comptaient louer. La dernière fois que Céline avait regardé attentivement l'historique des opérations remontait à environ 6 mois. À l'époque, le solde s'élevait à un peu plus de 15 000 €. Il n'en restait plus que 7 000 €. Elle téléchargea les relevés des 12 derniers mois. Au début, tout semblait normal. Facture courante, courses, assurance de la voiture. Puis, Céline remarqua des virements réguliers de 300, 4 cents et 5 cents €. Les sommes étaient suffisamment modestes pour ne pas déclencher d'alerte automatique de gros mouvements. Certains mois, Antoine faisait 2 virements à quelques jours d'intervalle. Le montant total atteignait 8 000 €. Céline ouvrit les détails du premier bénéficiaire. Le numéro de compte lui était inconnu. Le motif du paiement était absent. Pour le deuxième virement, Antoine avait écrit « Remboursement ». Pour le troisième, pour le loyer, toutes les opérations partaient vers la même personne. La banque masquait une partie des coordonnées bancaires, mais le nom complet du bénéficiaire apparaissait sur le relevé électronique. Céline agrandit la ligne sur l'écran et la relut 2 fois. Chloé Moreau. Le dernier virement avait été effectué le matin même, quelques heures avant que Geneviève ne pose la valise près de la porte. Le montant s'élevait à 1 000 €. Dans le motif du paiement, Antoine n'avait laissé que 2 mots. Dernier mois. Céline sauvegarda le relevé et regarda en direction de la chambre. À présent, elle savait que Chloé n'était pas une maîtresse d'un soir rencontrée à l'hôtel. Antoine l'entretenait avec les économies familiales, et l'expulsion d'aujourd'hui devait probablement libérer pour elle non seulement une place à ses côtés. Mais avant de poser des questions, Céline devait découvrir ce que son mari avait payé avec ce dernier mois, et pourquoi il avait si urgemment besoin de sa signature après ça. Le lendemain matin, Antoine posa une tasse de café froid devant Céline et dit « Tu peux vivre ici jusqu'à dimanche. Ensuite, soit tu signes l'accord, soit tu parleras à mon avocat. » Anna boy. Il prononça cela avec tant d'assurance que l'on aurait dit que le tribunal avait déjà rendu sa décision. Geneviève était assise à côté et dressait la liste des proches qu'elle comptait inviter à la conversation familiale. En entendant le mot « avocat », elle acquiesça avec satisfaction. Céline ne lui rappela pas que l'appartement lui venait de sa grand-mère 3 ans avant leur mariage. Elle demanda simplement si Antoine apporterait à la réunion les documents justifiant les 25 000 € qu'il avait investis. Son mari sourit narquoisement et répondit qu'il avait suffisamment de reçus. Sa belle-mère ajouta qu'après les travaux, les murs nus s'étaient transformés en un vrai logement uniquement grâce à son fils. Dans ce cas, apportez tout tranquillement, dit Céline. Que la famille puisse voir chaque reçu. I am no. Antoine se méfia. Il s'attendait à un refus, à des cris ou à la menace d'appeler la police, mais pas à ce qu'elle accepte de discuter d'argent en public. Céline promit même de relire l'accord. Geneviève s'adoucit immédiatement et déclara qu'elle avait toujours considéré sa belle-fille comme raisonnable. C'était juste ses amis stupides qui lui montaient la tête. Avant de partir, Antoine bloqua la carte secondaire que Céline utilisait pour les achats communs. Une notification arriva sur le téléphone. Son mari la regarda attentivement, s'attendant à de l'indignation. Pour l'instant, c'est moi qui gère l'argent familial, expliqua-t-il, pour éviter que, dans un accès de colère, tu ne retires le reste. On 5. Très bien, répondit Céline. Il ne comprit pas ce que signifiait ce « le reste ». Elle avait déjà sauvegardé l'état du compte avec le relevé complet, arrivé au travail. Céline s'enferma dans une petite salle de réunion et appela la banque.
L'employé confirma qu'Antoine avait bloqué la carte supplémentaire, mais que l'accès de Céline au compte épargne commun était maintenu. Elle demanda à ce qu'on lui prépare un relevé officiel avec les coordonnées détaillées des virements. La banque ne pouvait pas savoir comment Antoine avait dépensé le crédit. Le contrat n'était qu'à son nom. En revanche, la spécialiste lui expliqua un détail important. Les mensualités du crédit n'étaient pas prélevées automatiquement. Antoine transférait manuellement l'argent depuis le compte commun vers son compte personnel à chaque fois et payait ensuite la banque. Ainsi, non seulement il cachait sa dette, mais il obligeait consciemment la famille à la rembourser. « Est-il possible de voir depuis quels appareils les virements ont été validés ?» demanda Céline. « L'heure de l'opération sera indiquée sur le relevé, » répondit l'employé. « Et les informations sur l'autorisation sont fournies sur demande officielle. » Ikron. Céline commanda les documents et demanda à instaurer temporairement une validation à 2 signatures pour les opérations importantes. Pendant la pause déjeuner, elle trouva la page internet de Chloé Moreau. Celle-ci travaillait comme réceptionniste dans un salon de décoration textile et publiait des photos presque quotidiennement. Sur un cliché, Chloé était assise au restaurant avec un verre de vin. À son poignet brillait le bracelet en or qui correspondait à la photo sur le site de la bijouterie. La date de la publication correspondait à la date de la facture de l'hôtel trouvée dans la valise. Sur une autre photo, près d'un vase, et se trouvait le fameux flacon de parfum. La légende disait « Quand ton homme sait ce que tu mérites », l'homme n'apparaissait pas dans le cadre. Mais la porte-miroir de l'armoire reflétait un bras portant une montre. C'était la montre que Céline avait offerte à Antoine pour ses 35 ans. Elle sauvegarda les photos avec les dates et les liens, puis elle remarqua une publication postée le matin même. Dans l'entrée d'un appartement se trouvaient des cartons, 2 sacs et un tapis roulé. Chloé posait à côté, vêtue d'une tenue d'intérieur rouge. Sous la photo, il était écrit « Dernier mois dans l'appartement en location. Bientôt le déménagement là où tout sera pour de vrai. Habifon. » Une de ses amies demanda dans les commentaires si l'homme marié avait fini de régler son problème. Chloé répondit avec un emoji rieur et la phrase « Dimanche conseil de famille. Et lundi je reçois les clés. » Céline relut le commentaire plusieurs fois. Dimanche, Antoine réunissait la famille dans Foi son foi appartement. Lundi, Chloé s'attendait à recevoir les clés. Ainsi, les mots « dernier mois » sur le virement bancaire correspondaient au paiement du loyer. Son mari était tellement sûr de sa victoire qu'il avait déjà fixé la date du déménagement de sa maîtresse. L'adresse de l'immeuble put être identifiée grâce à une photo prise par la fenêtre. Derrière Chloé, on apercevait l'enseigne d'une pharmacie de garde et la façade en briques d'un centre commercial. Céline connaissait ce quartier. Il n'était pas loin de la maison de campagne de Geneviève. Dans une publication plus ancienne, Chloé avait pris en photo son repas livré, sans masquer l'autocollant sur le sac. Le numéro de l'appartement était flou, mais le nom de la résidence était parfaitement lisible. Céline ne voulut pas y aller seule. Elle appela Marguerite et lui demanda de sauvegarder l'enregistrement de la veille à 2 endroits différents. La voisine demanda tout de suite si Antoine la menaçait. En apprenant l'existence des virements et des publications de Chloé, elle fut indignée. Donc il voulait te jeter à la porte et installer cette femme dès le lendemain. Pour l'instant, ce n'est qu'une supposition. Après le coup de la valise, plus rien ne m'étonne. And proof. Marguerite accepta de l'accompagner. Elle dit qu'elle n'interviendrait pas, mais resterait à proximité et appellerait la police si Antoine apparaissait et essayait à nouveau de lui arracher son téléphone. Le soir, elles arrivèrent devant l'immeuble en question. Au rez-de-chaussée se trouvait un point de relais pour les colis. Et près de l'entrée était garée la voiture d'Antoine. Céline photographia la plaque, l'heure et l'adresse, puis alluma son dictaphone et entra dans l'immeuble à la suite d'un résident. Elle trouva le numéro de l'appartement sur un carton que le livreur montait justement au 5e étage. L'étiquette portait en gros caractères le nom de Chloé Moreau. Céline ne fit pas semblant d'être la livreuse. Elle attendit que la porte s'ouvre et appuya sur le bouton de la sonnette. Chloé apparut 1 minute plus tard. Elle portait le bracelet en or
Derrière, elle se trouvait des cartons emballés. Et sur le meuble de l'entrée reposait un trousseau de clés avec un porte-clés en forme de cœur rouge. « Vous n'êtes pas contente de votre commande ?» demanda-t-elle. « Je suis la femme d'Antoine. » Vita. Chloé pâlit, mais ne ferma pas la porte. Son premier mouvement ne fut pas la surprise, mais un regard en direction de l'ascenseur, comme si elle s'attendait à voir son amant. Puis elle sourit narquoisement et croisa les bras. « Enfin, il vous a tout raconté. » Laz. Il m'a raconté qu'il vous virait notre argent familial. Antoine paie cet appartement parce qu'il y passe la moitié de la semaine. C'est sa décision. Et le bracelet. L'hôtel et les 1 000 €. Versés ce matin. C'est aussi sa décision. iPhone. L'assurance disparut du visage de Chloé. Elle exigea de savoir comment Céline connaissait ses montants. Céline répondit qu'elle était cotitulaire du compte depuis lequel l'argent était parti. Chloé jeta un regard vers les cartons et essaya de claquer la porte. Mais à cet instant, une sonnerie de téléphone d'homme retentit dans l'appartement. Céline reconnut immédiatement la mélodie. C'était elle-même qui l'avait configurée sur l'appareil d'Antoine quelques mois auparavant. « Il est ici ?» demanda Céline. « Non. Il a oublié son téléphone. Edit note. Comme c'est pratique. Vous pouvez donc l'appeler tout de suite d'un autre numéro et lui demander où vous déménagez lundi. Indermisai. Ce ne sont pas vos affaires. S'il s'agit de mon appartement, alors si. Oh oui. » Chloé la regarda avec une véritable incompréhension. Le vôtre Antoine a dit que l'appartement a été acheté pendant le mariage et que la moitié lui appartient. Vous alliez divorcer de toute façon. Il a dit que vous alliez signer une reconnaissance de dette et partir de vous-même chez votre mère. And craze. Céline ne l'interrompit pas. Plus elle gardait le silence, plus Chloé essayait de se justifier. Elle raconta qu'Antoine avait déjà commandé de nouveaux rideaux pour l'appartement et promis de libérer une pièce pour son bureau. Geneviève était elle-même venue la voir, lui avait montré des photos du logement et l'avait conseillé sur les meubles à garder. Selon la belle-mère, Céline n'était qu'une propriétaire temporaire, car sans l'argent de son mari, elle n'aurait même pas pu faire de travaux. « Et le crédit de 10 000 € demanda Céline. « Savez-vous où il l'a dépensé ?» Chloé détourna le regard. « Ce n'est pas mon argent. Mais vous en avez reçu une partie. Il m'a aidé pour le loyer et les meubles. Le reste, il l'a donné à sa mère pour la maison de campagne. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. On est deux. » Des pas rapides se firent entendre depuis l'appartement. Antoine apparut dans le couloir, boutonnant sa chemise. En voyant Céline, il s'arrêta d'abord, puis bondit sur le palier et essaya de lui arracher son téléphone. « Tu me suis. Tu es complètement folle. » Céline recula. Marguerite apparut au détour de l'escalier et leva son appareil. « Ne la touche pas. Je filme encore tout. » Iserai. Antoine se figea. Chloé demanda d'un ton agacé pourquoi il lui avait assuré que sa femme avait déjà accepté de partir. Antoine lui ordonna de fermer la porte et de ne pas discuter de leurs affaires personnelles avec des étrangers. Mais Chloé ne l'écouta pas. « Tu m'avais promis de me donner les clés lundi. J'ai déjà refusé de prolonger mon bail. Je te les donnerai quand j'aurai tout réglé. » Undersea. Comment tu vas régler ça? Si l'appartement lui appartient, elle reconnaîtra mes investissements. Je les reçus. Après dimanche, il sera plus avantageux pour elle de partir calmement. Et Zari. Céline en avait entendu assez. Elle fit demi-tour et se dirigea vers les escaliers. Antoine la rattrapa entre 2 étages et lui dit doucement que l'enregistrement ne prouverait rien. Il pouvait fréquenter qui il voulait, vivre où il voulait et aider n'importe quelle femme, tandis que les reçus des travaux étaient réels. Si Céline faisait un scandale, il exigerait presque 25 000 € et obtiendrait l'interdiction de vendre l'appartement jusqu'à la fin de la procédure. « Dimanche, tu signeras l'accord, » prononça-t-il. « Sinon, tu perdras beaucoup plus. » Annonce. Céline le regarda dans les yeux. « Apporte bien tous les reçus. N'en oublie aucun. » Oblo. Antoine prit son calme pour de la peur et sourit. Il ignorait encore qu'1 heure plus tôt. Céline avait sauvegardé les photos de la maison de campagne de sa mère
Sur la page de Geneviève étaient exposées en détail les nouvelles fenêtres, la cuisine, l'électricité et la plomberie, installées ces 2 dernières années. La belle-mère s'était vantée de chaque étape des travaux et avait même remercié les magasins dont Céline avait vu les noms sur les factures d'Antoine. De retour chez elle, Céline compara les dates des publications avec les rares reçus que son mari lui avait envoyés autrefois pour le budget familial. Les correspondances étaient exactes. Les fenêtres, les tuyaux et les meubles de cuisine, dont Antoine comptait se servir pour prouver ses investissements dans son appartement, se trouvaient en réalité dans la maison de campagne de Geneviève. La dernière photo s'avéra particulièrement utile. La belle-mère posait à côté de la nouvelle cuisine. Tenant le contrat de livraison dans les mains, le document était tourné vers l'objectif. En zoomant. On pouvait lire l'adresse de la maison de campagne et le numéro de la commande. Céline enregistra l'image et ouvrit le contact de Nathalie Dubois, une avocate avec qui son entreprise avait déjà travaillé. À présent, elle avait les virements bancaires, les publications de Chloé, l'enregistrement de la dispute à la porte, et la première facture reliant les rénovations de l'appartement à la maison de la belle-mère. Mais avant d'appeler Nathalie, Céline remarqua un autre détail: le numéro de commande sur la photo de Geneviève correspondait parfaitement au numéro du reçu qu'Antoine avait déjà inséré dans l'annexe de l'accord. Il n'avait pas seulement préparé un mensonge familial, il s'apprêtait à faire passer les travaux d'un autre pour sa contribution à l'appartement de Céline, et à l'obliger à reconnaître par écrit une dette inexistante. Si vous signez cet accord, Antoine n'aura même pas besoin de prouver la moitié de ses mensonges, dit maître Nathalie Dubois, après avoir lu la première page. Céline était assise en face d'elle dans un petit cabinet d'avocat, tenant une tasse de thé refroidie depuis longtemps. Sur la table étaient étalés les tirages des virements bancaires, les photos de Chloé, les clichés de la maison de Geneviève et le texte du document qu'Antoine exigeait qu'elle signe. Nathalie avait tout de suite identifié le risque principal: l'appartement acquis par Céline avant le mariage restait son bien propre. Mais une reconnaissance de dette écrite pour des travaux pouvait sérieusement compliquer un futur litige. Surtout si Antoine présentait des reçus, des témoignages de proches et une vidéo où sa femme s'apprêtait soi-disant à déménager de son plein gré. Donc, dimanche. André, ne contestez pas, dit l'avocate. Laissez-le énumérer lui-même chaque somme, chaque commande et chaque chantier, de préférence par écrit et devant témoins. Andrés. Nathalie suggéra de ne pas annuler la réunion de famille. Plus Antoine se sentirait en confiance, plus il ferait d'erreurs. Céline devait lui faire savoir qu'elle était prête à examiner l'accord, si son mari lui envoyait à l'avance la liste complète de ses investissements et apportait les reçus originaux. L'avocate conseilla également de demander un extrait récent du cadastre, de conserver l'enregistrement de Marguerite et de ne plus jamais rester seule avec Antoine, sans avoir activé le dictaphone. Il n'était pas possible d'expulser un conjoint légalement domicilié en un seul jour. Nathalie recommanda donc de ne pas changer les serrures avant d'avoir consulté un professionnel. En revanche, Céline pouvait interdire par écrit la remise des clés à des personnes extérieures et prévenir le syndic qu'elle n'avait pas donné son accord pour l'installation de nouveaux résidents. Et s'il ramène Chloé, demanda Céline. Tant mieux. Laissez-les juste parler. Oftenay. Le vendredi soir, Céline rentra chez elle avec un sac de courses et posa délibérément le projet d'accord imprimé sur la table de la cuisine. Geneviève remarqua immédiatement les papiers. Elle passa la tête depuis le salon, réajusta sa robe de chambre et appela Antoine. Celui-ci s'approcha 1 minute plus tard, vit le document et sourit pour la première fois depuis 2 jours. « Tu as enfin compris que la guerre ne te serait pas profitable ?»« Ah ouais, j'ai compris qu'il fallait calculer sereinement les dépenses. » Répondit Céline. « Envoie-moi l'annexe avec tous les reçus. Si le montant s'élève vraiment à 25 000 €, je veux voir comment il est constitué. » Offer the knee. La belle-mère lança un regard triomphant à son fils. Antoine déclara que les documents étaient conservés chez son comptable et que cela prendrait du temps. Céline acquiesça, comme si elle y croyait, et ajouta qu'elle ne signerait l'exemplaire devant la famille, que si chaque dépense était détaillée séparément. L'idée plut à Geneviève.
Elle s'empressa de dire que les témoins familiaux confirmeraient comment Antoine avait investi toutes ses économies dans un appartement qui n'était pas le sien, puis elle alla chercher un carnet dans la chambre et commença à énumérer fenêtres, tuyaux, électricité, cuisine, placards encastrés, plomberie, portes intérieures. Céline reconnaissait presque chaque élément d'après les photos de la maison de campagne. Lorsque la belle-mère mentionna le nouveau chauffe-eau, Antoine la coupa net. Maman, je vais préparer la liste moi-même. You crust. Et alors, s'étonna-t-elle, nous nous souvenons de tout. Il faut indiquer les montants exacts et ne pas parler au hasard. Et Neven. Geneviève fut vexée. Moi, c'est tout. Céline remarqua que son fils lui faisait discrètement signe des yeux vers le téléphone, ce qui voulait dire qu'ils avaient déjà compris que trop de détails étaient dangereux. Elle fit semblant d'être absorbée par l'accord. Le lendemain matin, Antoine envoya un tableau avec une trentaine de postes de dépenses. Le montant total s'élevait à exactement 25 000 €, sans un centime de plus ou de moins. Au-dessus de chaque point était ajouté le numéro du reçu ou du contrat. Le plus gros poste était la cuisine d'une valeur de 6 000 €, suivaient les fenêtres pour 4 000 € et la réfection de l'électricité pour 2 500 €. Céline compara les numéros avec les publications de Geneviève. Cette correspondait parfaitement. 4 autres faisaient référence à des magasins que la belle-mère avait identifiés sur les réseaux sociaux. Mais le tableau comportait aussi des travaux qu'elle ne connaissait pas enduits des murs, un remplacement du parquet, installation de faux plafonds. Rien de tout cela n'avait été fait dans l'appartement de Céline en 8 ans. Elle écrivit à Antoine « Envoie-moi les scans. Je veux tout vérifier avant dimanche. » Il répondit « Ne gagne pas de temps. Tu verras les originaux devant tout le monde. » Céline transféra les échanges à Nathalie. Au travail. Le chef de service la convoqua. Céline s'attendait à une discussion sur le rapport trimestriel, mais son patron ferma la porte et posa son téléphone devant elle. Sur l'écran tournait la vidéo tronquée de l'entrée. Antoine n'avait pas seulement envoyé cette vidéo à la famille. La veille au soir, il avait écrit à la direction de l'entreprise pour prévenir que sa femme était dans un état instable, qu'elle s'appropriait des documents bancaires qui ne lui appartenaient pas, et qu'elle pouvait utiliser sa messagerie professionnelle pour stocker des données personnelles. Céline montra calmement à son chef l'enregistrement complet de Marguerite et le courriel qu'elle s'était envoyé à elle-même. Il n'y avait aucune donnée professionnelle dedans. « Je ne me mêle pas des conflits familiaux », déclara son patron. Mais s'il essaie encore d'y impliquer l'entreprise, le service juridique répondra officiellement « Enfreint ». Céline lui demanda de conserver l'email d'Antoine avec les métadonnées et l'heure d'envoi. Voyant que sa plainte n'avait pas fonctionné, Antoine devint encore plus aimable le soir même. Il apporta des fleurs, mit le bouquet dans un vase et proposa de commander le dîner. Geneviève les observait depuis le salon avec l'air de quelqu'un qui avait déjà remporté la victoire. À table, Antoine reconnut que sa liaison avec Chloé avait été une erreur, mais l'expliqua aussitôt par la froideur de sa femme. Selon lui, Céline travaillait trop, comptait sans cesse son argent et le faisait se sentir comme un invité dans son propre appartement. Il promit de rompre avec sa maîtresse si sa femme signait l'accord. Elle reconnaissait les dépenses des travaux et le laissait habiter l'appartement jusqu'à la fin de la procédure de divorce. « Et où ira Chloé après la fin de son bail ?» demanda Céline. La fourchette s'arrêta dans la main d'Antoine. « Ça ne me regarde plus. C'est de Nantes. Lundi. Elle attend les clés. On le sait. Elle n'aura rien. Si tu arrêtes de détruire notre famille, on fait dating. » Geneviève s'interposa rapidement. Elle déclara que Chloé était une petite sotte qui avait pris trop au sérieux les promesses d'un homme marié. Selon sa nouvelle version, elle n'avait rencontré la maîtresse que pour la convaincre de laisser Antoine tranquille. Et si elle lui avait montré des photos de l'appartement? Ce n'était que par hasard, lors d'une simple conversation sur la décoration. Céline écouta sans l'interrompre, puis demanda pourquoi sa belle-mère voulait emmener les affaires de Chloé à la campagne. Geneviève s'étouffa avec son eau et déclara n'avoir jamais dit cela. « J'ai du mal entendre », dit calmement Céline.
Antoine se détendit visiblement. Il pensait qu'elle n'avait pas enregistré la conversation. Le samedi, l'appartement fut transformé en un véritable tribunal préfabriqué. Geneviève déplaçait les chaises, dressait la table et informait chaque membre de la famille que Céline avait presque accepté d'agir selon sa conscience. La sœur d'Antoine, Laure, apporta une tarte et demanda d'emblée quand sa belle-sœur libérait la chambre. L'oncle Victor promit de certifier qu'il avait personnellement aidé à changer la tuyauterie. Bien que Céline ne l'ait vue dans l'appartement que 3 fois en tout, la marraine Thérèse appela pour prévenir qu'elle viendrait avec un agent immobilier de sa connaissance, Laurent, pour évaluer la part d'Antoine. Céline ne corrigeait personne. Elle se contenta d'écrire à Nathalie l'heure exacte de la réunion et convint que l'avocate attendrait son message non loin de là. Vers 20h01, Antoine envoya enfin le dossier contenant les documents scannés. La plupart des reçus étaient mal photographiés bord rogné. Date floue. Adresse de livraison masquée. Mais 3 fichiers semblaient trop parfaits. C'étaient des procès-verbaux de réception de travaux pour le remplacement de l'électricité, que l'enduit des murs et la pose du parquet. Sur tous ces documents, le client était Antoine, et le lieu des travaux était l'appartement de Céline. En bas figuraient les signatures de l'entrepreneur et de la propriétaire, qui avaient prétendument accepté les travaux sans réserve. Céline zooma sur la dernière page. Son nom de famille était correctement orthographié, mais le tracé de la signature ressemblait étrangement à la façon dont Antoine signait les cartes de vœux au nom de la famille. La date de réception du parquet lui parut familière. Elle ouvrit son agenda professionnel et trouva une note pour un déplacement à Marseille. Ce jour-là, Céline se trouvait à 800 km de Paris. Elle intervenait lors d'une conférence et avait payé son hôtel le soir avec sa carte bancaire. Elle envoya le document à Nathalie. La réponse fut presque instantanée. Ne montrez pas que vous avez remarqué. Laissez Antoine confirmer à voix haute l'authenticité de ses procès-verbaux demain. Amzen. Céline fixa à nouveau la signature. Le plan de son mari était maintenant d'une clarté absolue. Il n'allait pas seulement faire passer les travaux de la maison de campagne pour des investissements dans son appartement. Il avait déjà fabriqué de faux documents, selon lesquels Céline elle-même validait des travaux inexistants et reconnaissait leurs coûts. Et le lendemain, Antoine s'apprêtait à valider cette falsification devant toute sa famille. Dimanche, à midi. Il ne restait plus une seule chaise vide dans l'appartement. Geneviève avait fait asseoir les proches en demi-cercle autour de la table, comme si elle avait préalablement distribué les rôles pour le procès. À côté d'Antoine était assis sa sœur Laure, l'oncle Victor et sa marraine Thérèse. L'agent immobilier Laurent étala devant lui un carnet et une calculatrice. Marguerite se tenait près de la fenêtre. La belle-mère l'avait accueillie très froidement, mais n'avait pas pu la mettre à la porte. Céline avait annoncé d'emblée que la voisine était présente en tant que témoin du conflit de vendredi. Nathalie attendait l'appel dans sa voiture, garée en bas de l'immeuble. Céline posa son téléphone, écran vers le bas, alluma l'enregistrement et apporta une pochette contenant des feuilles blanches. Tout le monde crut qu'elle contenait l'accord qu'elle allait enfin signer. Antoine commença par un discours bien préparé. Il raconta qu'il avait investi son salaire pendant 8 ans dans l'appartement de sa femme, renonçant à une voiture et à plusieurs vacances pour la famille. Et maintenant, Céline tentait prétendument de le laisser à la rue. Il qualifia Chloé d'erreur. N'ayant aucun rapport avec le litige immobilier, il ne toucha pas un mot des virements depuis le compte commun. Geneviève s'épongea les yeux plusieurs fois avec une serviette. Bien qu'aucune larme ne coule sur son visage, Laure posa la main sur l'épaule de son frère. Lorsqu'Antoine eut terminé, sa belle-mère déclara qu'une femme digne de ce nom devait soit accorder une part à son mari, soit lui rembourser tout l'argent investi. Les autres proches acquiescèrent d'une même voix, sans demander à Céline pourquoi. 2 jours plus tôt, sa valise l'attendait déjà sur le palier. « Je suis prête à examiner chaque revendication », annonça Céline. « Mais d'abord, je veux m'assurer que nous parlons de vraies dépenses. » Elle posa le tableau d'Antoine sur la table et lui demanda de confirmer le montant total. 25 000 €, répondit son mari. Ensuite, Céline proposa une condition simple qu'il écrive de sa propre main.
à côté de chaque poste, que le matériel ou les travaux étaient destinés spécifiquement à cet appartement, et que les documents étaient authentiques, Antoine se crispa et demanda pourquoi c'était nécessaire, puisque tout figurait déjà dans l'annexe. L'agent immobilier prit soudainement le parti de Céline. Il expliqua que sans relier les reçus à un bien immobilier précis, un simple achat de matériaux de construction ne prouvait rien. Face à cet argument, Antoine prit le stylo et commença à signer. Geneviève le regardait, oubliant de feindre ses larmes. Pour commencer, Céline demanda à examiner la cuisine. D'une valeur de 6 000 €, Antoine présenta le contrat, le bordereau de livraison et la facture. L'adresse sur la copie était masquée par une bande blanche. Mais le numéro de commande était parfaitement lisible. Son mari affirma avec assurance que la cuisine avait été installée 10 à 8 mois plus tôt. Ici même. Tante Thérèse s'empressa de confirmer qu'elle avait vu les ouvriers. Céline jeta un coup d'œil aux meubles de la cuisine, qui avait au moins 7 ans, et demanda « De quelle couleur étaient les nouvelles façades ?» La marraine répondit « Blanche. » Talas Levy. Geneviève la corrigea hâtivement « Grise. » Saken zéro. L'oncle Victor déclara qu'elles étaient couleur bois naturel. Les proches se turent pour la première fois, remarquant que chaque témoin se souvenait d'une rénovation totalement différente. « Vous confondez peu, être avec un autre appartement ?» dit doucement Céline. « Nous ne confondons rien du tout, » trancha sa belle-mère. « J'ai choisi cette cuisine moi-même avec Antoine. Ngo. Alors donnez-moi le nom du magasin. E-coming. » Geneviève cita le magasin mentionné dans sa publication concernant la maison de campagne. Antoine jeta brusquement son stylo sur la table et exigea d'arrêter l'interrogatoire. Céline ne protesta pas. Elle lui demanda simplement de signer la ligne, confirmant que la cuisine issue de cette commande précise se trouvait bien dans son appartement. Après un court silence, il s'exécuta. Marguerite zooma avec sa caméra pour immortaliser le numéro de contrat et la signature. Laurent fronça les sourcils et demanda à voir la cuisine elle-même, mais Antoine déclara qu'après l'installation, il avait soi-disant fallu remplacer les façades à cause d'un défaut de fabrication. Lorsqu'on lui demanda où était l'attestation de ce remplacement, il fut incapable de répondre. On passa ensuite aux fenêtres. Geneviève raconta en détail comment son fils avait payé, 4 000 €, et surveillé les poseurs pendant 3 jours. Céline s'approcha de la fenêtre et montra l'inscription du fabricant imprimée à l'intérieur du cadre. L'entreprise avait cessé de produire cette gamme 2 ans avant la rencontre entre Céline et Antoine. C'était la grand-mère de Céline qui avait fait poser ces fenêtres. La belle-mère resta sans voix pendant 1 seconde, puis affirma qu'il ne parlait pas des cadres, mais des vitrages. Antoine confirma à nouveau ses dires par une signature. Laurent examina les fixations et fit remarquer que les vitrages n'avaient jamais été démontés. Après ça, l'agent immobilier referma sa calculatrice et demanda pourquoi on l'avait fait venir pour évaluer la part du mari. Alors que le droit d'Antoine à une compensation n'était encore prouvé par rien, Antoine répliqua que les preuves principales étaient les procès-verbaux de réception des travaux. Il sortit 3 originaux et les posa devant Céline. Chacun comportait une signature ressemblant à la sienne. Le mari déclara d'une voix forte que sa femme avait personnellement réceptionné le remplacement de l'électricité, la pose du parquet et l'enduit des murs. Selon lui, elle tentait maintenant de renier sa propre signature, uniquement parce qu'elle avait décidé de divorcer. Laure exigea que Céline arrête d'humilier son frère. Geneviève s'adressa à Marguerite et lui demanda de filmer en gros plan comment sa belle-fille allait nier l'évidence. Céline laissa la voisine s'approcher, classa les actes par date et demanda une dernière fois à Antoine s'il considérait ces documents comme authentiques. « Oui », répondit-il. « Et s'il le faut, je le répéterai devant le juge. »« Ok, répète-le tout de suite sur chaque procès-verbal. » Enziro. Antoine regarda sa famille, prit le stylo et écrivit au dos du premier document foi authenticité confirmée. En dessous, il apposa la date et sa signature. Il fit de même sur les 2 autres. Céline demanda à Marguerite de filmer le recto et le verso des feuilles en un seul plan continu. Geneviève eut un sourire narquois et déclara que son fils avait enfin une preuve que sa femme ne pourrait pas réfuter. Personne autour de la table ne comprit pourquoi Céline remercia Antoine à ce moment-là.
Seul Laurent repoussa sa chaise et l'observa avec attention. Il avait déjà deviné que la confirmation des documents n'était pas pour le mari, mais pour elle. Céline ouvrit son ordinateur et afficha à l'écran un billet de train pour Marseille. Elle montra ensuite la carte d'embarquement, le programme de la conférence, une photo prise sur scène et la facture de l'hôtel. Tous ces documents correspondaient à la date où elle était censée avoir réceptionné la pose du parquet dans son appartement. Ce jour-là, elle se trouvait à 800 km de Paris. Antoine déclara aussitôt qu'elle avait pu signer le procès-verbal à l'avance. Céline agrandit alors le texte du document. Il y était écrit que la cliente avait personnellement inspecté les travaux terminés après la pose du parquet et n'y avait trouvé aucun défaut. Le mari rectifia sa version, c'était peu. Être un coursier qui avait apporté le papier après son retour, et l'artisan s'était trompé de date. « Donc c'est bien ma signature ?» demanda Céline. « Bien sûr que c'est la tienne. Et les travaux ont bien été réalisés ici. » « Oui. » Elle ne posa pas d'autres questions et composa le numéro de l'entreprise de rénovation imprimé sur le tampon. La conversation se passa sur haut-parleur. L'employé demanda les numéros des 3 procès-verbaux, vérifia longuement dans sa base de données et annonça que l'entreprise n'avait jamais émis 2 de ces documents. La série indiquée était utilisée 4 ans plus tôt, mais les numéros appartenaient à des commandes totalement différentes. Le 3e contrat existait bien. Mais le chantier ne se trouvait pas dans l'appartement de Céline. Invoquant le secret professionnel, l'employé refusa de donner l'adresse exacte. Confirmant seulement que les travaux avaient été effectués dans le village des Peupliers, il y eut un tel silence dans la pièce qu'on pouvait entendre le bourdonnement du réfrigérateur. La maison de campagne de Geneviève se trouvait justement aux Peupliers. La belle-mère reprit ses esprits la première et accusa l'employé d'avoir fait une erreur. Elle exigea qu'on lui passe le directeur, mais Céline mit fin à l'appel et sortit un email officiel certifié de l'entreprise. Celui-ci affirmait que la société n'avait jamais effectué de travaux à l'adresse de son appartement. Un exemplaire du véritable contrat pour le remplacement de l'électricité était joint à l'email. Le client désigné était Madame Geneviève Leroux et le chantier était une résidence secondaire. Le numéro du contrat correspondait exactement à celui qu'Antoine venait d'inclure dans la liste de ses investissements et qu'il avait validé de sa signature. L'oncle Victor retira lentement sa main du dossier. 10 minutes plus tôt, il s'apprêtait à raconter comment il avait aidé à changer les tuyaux dans l'appartement de Céline. À présent, il s'avérait qu'il avait été présent à la maison de campagne. Et n'importe quelle question sur le lieu des travaux pouvait faire de lui un complice de fraude au lieu d'un témoin familial. Thérèse murmura qu'elle avait probablement aussi été trompée. Leur demanda à sa mère pourquoi la cuisine et les fenêtres s'étaient retrouvées aux Peupliers. Geneviève s'empourpra et hurla qu'Antoine avait le droit de prendre en compte l'aide apportée à sa mère. Puisque la maison de campagne lui reviendrait de toute façon un jour, Laurent fit sèchement remarquer que les travaux effectués dans la résidence de la mère ne confèrent au mari aucun droit sur l'appartement de sa femme. Antoine essaya de récupérer les documents. Mais Céline posa la paume de sa main sur les actes. « Ce sont mes papiers » cria-t-il. « Ce sont 2 falsifications qui portent ma signature. » Rétorqua-t-elle. « C'est pourquoi ils resteront sur la table jusqu'à l'arrivée de mon avocate. » Le mot avocate ruina définitivement l'assurance de la belle-mère. Elle bondit de sa chaise et ordonna à sa famille de partir, affirmant que Céline avait monté une provocation. Mais Nathalie était déjà en train de monter l'escalier. Elle se présenta, te montra sa carte professionnelle et expliqua que des copies de tous les documents avaient été sauvegardées et que la conversation était enregistrée depuis le moment où Antoine avait volontairement confirmé l'authenticité des faux. L'avocate ne menaça pas d'appeler la police et ne cita aucun article du code pénal. Elle demanda simplement au mari s'il était prêt à expliquer par écrit par qui, quand et dans quelles circonstances la signature de Céline avait été apposée. Antoine refusa de répondre. Il prétendit agir sous pression et ne se souvenir de rien concernant la provenance des actes. Selon sa nouvelle version, c'était sa mère qui lui avait transmis les documents, et il n'en avait pas vérifié le contenu. Geneviève poussa un tel cri que Laure en sursauta. Elle accusa son fils de vouloir rejeter la faute sur elle et affirma qu'elle voyait ses papiers pour la première fois aujourd'hui. Pendant quelques secondes, ils se coupèrent la parole.
oubliant complètement leurs proches et les téléphones qui filmaient. Antoine soutenait que sa mère avait elle-même rassemblé les factures à la campagne. La belle-mère hurlait qu'elle voulait seulement l'aider à obtenir justice. Mais qu'elle n'avait falsifié aucune signature. À cet instant, on sonna à la porte. Geneviève crut qu'un autre membre de la famille arrivait et ouvrit grand. Sur le palier se tenait Chloé. À côté d'elle reposaient 2 grandes valises, un carton contenant une machine à café et des rideaux rouges enveloppés dans du film plastique. Elle tenait à la main un trousseau de clés avec un nouveau badge électronique. En voyant la pièce bondée, Chloé fut décontenancée. Puis elle regarda Antoine. « Tu m'avais dit de venir après 15 heures. » prononça-t-elle. « Tu as dit qu'à cette heure-ci, Céline aurait signé les papiers et libéré la chambre. » Off Rifley. Personne n'eut le temps de répondre. Chloé leva les clés et ajouta. « Et ta mère m'a confirmé hier qu'après le conseil de famille, l'appartement serait à nous. » And notice Tommen. Désormais, les proches ne regardaient plus. Céline, tous les regards étaient tournés vers Antoine et Geneviève. Les valises de la maîtresse se trouvaient exactement à l'endroit où, 2 jours plus tôt, la belle-mère avait jeté les affaires de la propriétaire légitime des lieux. Céline comprit qu'elle n'aurait plus à prouver pourquoi. Ce simulacre de procès familial avait été organisé. Le témoin principal de leur véritable plan venait de se présenter de lui-même à l'heure prévue. « Comment ça ?»« À nous » s'écria Geneviève en premier. « Tu te rends compte de l'endroit où tu te trouves. » Chloé resta figée près de ses valises. Quelques secondes auparavant, elle regardait Antoine comme l'homme qui allait enfin la présenter à sa famille. Maintenant, sa mère lui parlait comme si elle la voyait pour la première fois. Antoine attrapa sa maîtresse par le coude et tenta de la pousser vers le palier. Chloé se dégagea et exigea qu'on lui explique pourquoi Céline était toujours dans l'appartement et pourquoi une avocate était assise à table. Antoine cracha que la discussion de famille s'était prolongée et qu'elle aurait dû attendre son appel. Mais Chloé leva à nouveau son trousseau de clés. « C'est ta mère qui m'a remis ce badge hier. Elle a dit que la propriétaire partirait d'ici aujourd'hui. » Imenza. Laure se tourna lentement vers Geneviève. « Maman. » C'est vrai. Sa belle-mère déclara que Chloé inventait tout par vengeance. Selon elle, elle ne lui avait donné aucun badge. Et la maîtresse avait très bien pu voler les clés à Antoine. Alors Chloé sortit son téléphone et ouvrit leur conversation. Le dernier message de Geneviève datait de samedi à 22h17. Viens après 15h. Céline signera la dette et Antoine mettra sa valise dans le couloir. Apporte les rideaux rouges tout de suite. En dessous apparaissait une photo du badge électronique dans la paume de la belle-mère. Chloé tendit le téléphone à Nathalie. L'avocate demanda la permission de sauvegarder une copie. Et la jeune femme accepta sans hésiter. Geneviève se précipita vers elle. Mais Marguerite s'interposa et lui rappela que l'enregistrement continuait. Ce matin encore. Vous traitiez Céline de voleuse. Lança la voisine. Et vous distribuez vous-même les clés de son appartement? Antoine ordonna à Chloé de ranger son téléphone et de partir. Il promit de tout expliquer le soir même. Mais la maîtresse ne l'écoutait plus. Elle ouvrit une autre conversation et lut à haute voix ses messages. Antoine y promettait qu'après le conseil de famille, Céline reconnaîtrait une dette de 25 000 €, renoncerait à ses droits sur le compte commun et accepterait de déménager temporairement chez sa mère. Si elle résistait, il prévoyait de déposer une plainte pour amélioration indivisible et d'obtenir le gel de toute transaction sur l'appartement. Il écrivait à Chloé que la bataille juridique pourrait durer des années et que Céline céderait d'elle-même rien que pour se débarrasser de lui. L'un de ses messages disait « L'essentiel, c'est qu'elle reconnaisse au moins une partie devant la famille. On lui extorquera le reste après. » All the bossings, c'est ça que tu appelais un divorce à l'amiable? Demanda Céline. Antoine fut incapable de répondre. Nathalie demanda à Chloé de montrer qui avait payé le badge électronique, la machine à café et les nouveaux rideaux. La maîtresse fut d'abord perdue. Puis elle ouvrit ses notifications bancaires. Tous les achats avaient été réglés par Antoine. Les rideaux avaient coûté 600 €, la machine à café presque 1200, et pour fabriquer un double de la clé, il avait versé 150 € au serrurier.
Les dates coïncidaient avec les virements depuis le compte commun. Céline afficha son relevé bancaire à l'écran. Le matin même, alors qu'Antoine hurlait à propos de ses investissements dans la famille, il avait dépensé près de 1 200 € pour le bracelet de Chloé. Une semaine plus tôt, il avait payé l'hôtel. Avant cela, il lui avait transféré l'argent du loyer. Le total des dépenses pour sa maîtresse sur 4 mois dépassait les 4 500 €. Donc, mon argent se trouve aussi dans ces cartons, déclara calmement Céline. Chloé retira le bracelet et le posa sur la table. Je ne savais pas que le compte était commun. On sign. Vous ne saviez pas pour le compte, répondit Céline. Mais vous saviez pour la femme. And the Swift. Chloé pâlit mais ne contredit pas. Geneviève s'attaqua immédiatement à la maîtresse. Elle la qualifia de chasseresse calculatrice, qui s'en prenait au mari des autres, et exigea qu'elle rende tous les cadeaux. Chloé la regarda en silence quelques secondes, puis lança un message vocal. La voix de sa belle-mère résonna dans le haut-parleur. Ne t'inquiète pas à cause de Céline. Elle s'accroche à l'appartement, parce qu'elle pense qu'Antoine ne pourra rien prouver. Mais on a les reçus, les actes et la famille. Si elle signe, tant mieux. Si elle ne signe pas, on lui fera peur avec le tribunal. L'important, c'est de ne pas te montrer avant dimanche. And 14. Après ces mots, même Thérèse se leva de table. Elle déclara que personne ne l'avait prévenue qu'il s'agissait de faux documents et de valises préparées à l'avance. L'oncle Victor l'approuva et fut le premier à se diriger vers la porte. « Ne m'impliquez plus jamais dans vos histoires de papier, » lança-t-il à Antoine. « Et je n'irai pas mentir devant un juge. » And the fray. Quelques minutes plus tard, Laure était la seule alliée familiale restante. Mais même elle ne défendait plus son frère. Elle lui demanda s'il avait contracté le crédit de 10 000 € pour financer les travaux de la maison de leur mère. Antoine jeta un coup d'œil à Céline et affirma qu'il l'avait dépensé pour les besoins de la famille. Céline ouvrit le second relevé bancaire. Le jour où il avait obtenu le prêt, 6 000 € était parti vers le magasin qui avait livré la cuisine à la maison des Peupliers. Antoine avait viré 2 000 € à Chloé pour son loyer et ses meubles. Le reste avait été retiré en espèces. Il n'y avait pas un seul paiement lié à l'appartement de Céline dans les documents. Geneviève tenta d'expliquer que la maison de campagne reviendrait un jour à son fils. Par conséquent, les dépenses devaient tout de même être considérées comme familiales. Laure rappela à sa mère qu'elle avait promis de partager la maison entre ses 2 enfants. Donc, Antoine a pris le crédit. « La rénovation nous profite à tous les deux ?» demanda-t-elle. « Mais pourquoi c'est Céline qui devrait payer ?» Sa mère lui ordonna de se taire. Nathalie posa une feuille blanche devant Antoine. Elle lui expliqua que la discussion sur un accord amiable était terminée. Maintenant, on lui proposait de confirmer 3 faits simples. L'appartement appartenait à Céline. Elle n'avait pas donné son accord pour installer Chloé. Et le double de la clé avait été fait sans l'autorisation de la propriétaire. De plus, Antoine devait s'engager à ne pas confier les clés à des tiers et à résider temporairement chez sa mère jusqu'au prononcé du divorce. Cela ne le privait pas du droit de saisir la justice, mais faisait cesser la pression à l'intérieur de l'appartement. Antoine rit jaune et déclara qu'il était enregistré ici en tant qu'époux, et que personne ne pourrait le jeter dehors. « Vous êtes enregistré. »« C'est vrai, » répondit Nathalie. « Mais Chloé ne l'est pas. Et vous n'avez pas d'autorisation pour y faire entrer ses affaires. »« I'm sick. Je ne partirai pas. »« I'll do. » Dans ce cas, une plainte pour faux et usage de faux sera déposée dès aujourd'hui. Nous transmettrons les originaux des actes pour expertise. Bivex. Antoine tendit brusquement le bras vers les documents. Marguerite eut le temps de tirer la pochette vers elle. Antoine renversa une tasse et le thé se répandit sur la table. Mais Nathalie avait déjà mis les actes en sécurité dans des pochettes transparentes. Céline ne haussa pas le ton. Elle montra à son mari le message de son patron. Le service juridique de l'entreprise avait conservé sa fausse plainte et était prêt à témoigner de sa tentative de pression sur une employée. Ensuite, elle ouvrit le brouillon de sa plainte concernant les virements frauduleux depuis le compte commun. Y figuraient les sommes, les dates, les bénéficiaires et l'achat du badge électronique. Antoine regarda sa mère, s'attendant à être soutenu.
Mais Geneviève recula vers la porte. « Je ne savais rien du tout à propos des signatures. » dit-elle précipitamment. « Ce sont vos histoires de couple. » Il y a 5 minutes. C'était un tribunal familial, lui rappela Céline. Et tout d'un coup, ça devient nos histoires de couple. Amézac. Sa belle-mère détourna la tête. Chloé, pendant ce temps, était retournée dans le couloir et revint sans les rideaux rouges. Elle laissa la machine à café, le bracelet et le badge près des documents, puis exigea qu'Antoine lui rembourse immédiatement l'argent du loyer qu'elle avait résilié à sa demande. Il lui ordonna de dégager. Chloé frappa de sa paume sur le carton et dit qu'elle avait conservé un autre message vocal. Une conversation où Antoine promettait de mettre une partie de son futur appartement à son nom. Le mari la traita de menteuse et déclara qu'il n'avait jamais eu l'intention de vivre avec elle. Chloé resta silencieuse quelques instants, comme si elle venait seulement de comprendre qu'elle n'était pas une nouvelle famille pour lui, mais un simple instrument pour faire pression sur sa femme. « Donc tu t'es servi de moi pour qu'elle ait peur et qu'elle signe tes papiers. C'est toi qui t'es mêlé de tout. »« Non. C'est toi qui m'as donné les clés. » « To Maine. » Elle tendit son téléphone à Nathalie pour copier les messages. Quand Chloé partit, Laure fit de même. Avant de franchir la porte, elle demanda doucement à Céline de lui envoyer le numéro du contrat de crédit. Il s'avérait que Geneviève avait dit à sa fille que les travaux de la maison de campagne avaient été payés avec ses propres économies. Laure soupçonnait maintenant sa mère d'avoir aussi utilisé l'argent qu'elle lui virait depuis 2 ans pour payer ses soins médicaux. Sa belle-mère la traita de fille ingrate et tenta de partir avec elle. Mais Antoine arrêta sa mère. Il lui demanda où il allait vivre s'il signait l'engagement. Geneviève répondit qu'il faisait froid à la campagne l'hiver et que son appartement en ville était trop petit pour 2. Pour la première fois de la journée, Antoine la regarda non plus comme une alliée, mais comme la personne pour laquelle il avait contracté un crédit et falsifié des documents, et qui refusait à présent de lui prêter son canapé. 20 minutes plus tard, il finit par signer l'engagement de partir temporairement. Non pas parce qu'il admettait sa faute, mais parce que Nathalie avait fait venir un agent de police pour constater le conflit et enregistrer la déclaration sur les faux documents. Devant l'agent, Antoine ne criait plus. Il prétendit avoir reçu les actes par email et avoir pu les prendre par erreur pour des originaux, mais lorsqu'on lui demanda pourquoi, 1 heure plus tôt, il avait confirmé chaque document de sa propre main. Il répondit qu'il était en état de stress. L'agent nota les dépositions de toutes les personnes présentes, photographia les originaux et avertit Antoine qu'il était interdit de détruire ou d'altérer les pièces à conviction. Geneviève refusa de faire une déclaration sans avocat. En partant, elle essaya d'emporter la machine à café. Mais Céline l'arrêta. « C'est payé avec notre compte. Ça restera ici jusqu'au partage des biens. Info. » La belle-mère posa le carton par terre, si brutalement que le verre tinta à l'intérieur. Lorsque la porte se referma derrière Antoine, l'appartement retrouva le silence pour la première fois depuis des jours. Marguerite aida à débarrasser les tasses de la table. Nathalie dressa la liste des prochaines étapes, bloquer le badge supplémentaire, avertir le syndic, demander les documents bancaires officiels, déposer la demande de divorce et envoyer les signatures pour expertise. Céline s'approcha de sa valise, qui se trouvait toujours près du mur. Elle la souleva et la rapporta dans la chambre. Ce n'était plus le bagage d'une femme qu'on allait jeter à la rue, c'était la preuve ultime du degré de certitude d'Antoine et de sa mère quant au fait que l'appartement était déjà le leur. À ce moment-là, un message de Chloé arriva. Elle avait envoyé un fichier audio de 8 minutes, accompagné de ce texte. « Écoutez la dernière minute. Je pense que c'est important. Anze. » Céline lança l'enregistrement. D'abord, Antoine parlait du divorce, des clés et des nouveaux meubles. Puis sa voix baissa. « Quand Céline aura signé la dette, je la forcerai à renoncer aussi à l'argent du compte. On soldera le crédit. On remboursera à ma mère les frais de la maison de campagne. Et on se partagera le reste. Si elle porte plainte pour faux après, on dira qu'elle a tout inventé après avoir appris ton existence. » Kandoken. Nathalie arrêta l'enregistrement et regarda Céline. Désormais, elle n'avait plus seulement la preuve que les actes étaient faux.
Elles avaient un enregistrement où Antoine expliquait à l'avance pourquoi il avait eu besoin de ces actes et comment il comptait accuser sa propre femme. L'enregistrement de Chloé changeait tout. Le lendemain matin, Nathalie transmit une copie du fichier audio, accompagné des échanges de messages, des relevés bancaires et des actes litigieux. Les originaux furent envoyés pour expertise graphologique. Céline envoya une demande distincte au syndic de copropriété et découvrit qu'Antoine n'avait pas commandé un badge supplémentaire. Mais le second ne figurait nulle part. Le gestionnaire bloqua immédiatement les 2 badges, dressa un procès-verbal et vérifia le registre des accès. La semaine passée, un badge inconnu avait été utilisé 4 fois tard le soir. Lorsque Céline était au travail, la caméra du hall montrait Geneviève. La belle-mère entrait dans l'appartement avec un sac vide et en ressortait avec des dossiers et une petite boîte métallique que Céline gardait dans le tiroir du bas de son bureau. Cette boîte contenait d'anciens papiers liés à l'appartement, le testament de sa grand-mère et les factures des travaux réalisés avant le mariage. Céline ne découvrit la disparition des documents qu'après avoir visionné la vidéosurveillance. Antoine ne répondit pas à ses messages. Mais 1 heure plus tard, sa mère appela. Geneviève affirma avoir mis les papiers en sécurité parce qu'elle ne faisait pas confiance à sa belle-fille. Lorsque Céline exigea qu'elle rapporte la boîte en présence d'un agent de police, sa belle-mère changea de version. Elle affirmait maintenant qu'Antoine lui avait lui-même demandé de prendre les documents pour empêcher sa femme de détruire les preuves de ses investissements. Céline ne chercha pas à débattre. Elle envoya l'enregistrement de l'appel à Nathalie et envoya un seul SMS. Ramenez tout avant 10 à 8 heures. Sinon, la plainte sera complétée par la mention du vol de documents. Entwinsing. Amwe by Bonmue. Geneviève apparut en bas de l'immeuble. À côté d'elle se tenait Antoine, qui portait la boîte métallique. Ils refusèrent de monter et exigèrent que Céline descende seule, mais près de la porte l'attendait déjà Nathalie. Marguerite et un employé du syndic. L'échange eut lieu sous l'œil des caméras. Il manquait le testament de la grand-mère et 2 factures dans la boîte. Antoine assura qu'il ne s'y était jamais trouvé. Céline sortit alors une photo prise 1 an plus tôt lors de la souscription de son assurance. Les documents étaient visibles à l'intérieur, et la date de la photo figurait sur l'image. Geneviève commença à accuser son fils. Antoine rétorqua que sa mère avait elle-même trié les papiers à la campagne. 10 minutes plus tard, la belle-mère finit par extraire les feuilles manquantes de la poche intérieure de son manteau. « Je les avais mises de côté par hasard, » dit-elle. « Vous avez fabriqué une clé par hasard. Vous avez pris les documents par hasard. Et vous avez préparé des faux par hasard, » répondit Céline. « Ça fait beaucoup de hasard pour une seule famille. » 2 semaines plus tard, les conclusions de l'expert tombèrent. La signature de Céline sur les 3 actes n'était pas la sienne. L'écriture la plus proche correspondait à celle d'Antoine. D'après les échantillons prélevés sur ses formulaires bancaires et ses propres déclarations écrites, la conclusion définitive devait être rendue dans le cadre de l'enquête approfondie, mais cela suffisait amplement pour le litige immobilier. L'entreprise de rénovation confirma que 2 de ces tampons avaient été copiés à partir d'anciens documents. Le contrat authentique concernait la maison de campagne au Peuplier. Le magasin de meubles fournit l'adresse de livraison de la cuisine. L'entreprise de menuiserie confirma n'avoir jamais travaillé dans l'appartement de Céline. Sur la somme totale de 25 000 €, il ne restait plus un seul poste qu'Antoine puisse lier à son logement. Pourtant, il déposa quand même une requête auprès du juge des affaires familiales. Dans son dossier, Antoine réclamait une indemnité pour plus-value importante apportée à l'appartement pendant le mariage, et tenta de faire interdire à Céline de disposer du bien immobilier jusqu'à la fin du litige. Mais il ne joignit plus les faux actes à sa requête. Il présenta à la place des photos de travaux, le témoignage de sa mère et un tableau de dépenses. Lors de la première audience de conciliation, son avocat plaida avec assurance. Jusqu'à ce que Nathalie demande à vérifier les adresses de livraison pour chaque reçu, la cuisine était partie au Peuplier. Le parquet avait été acheté pour la maison de campagne. L'électricité y avait été refaite. Les rideaux coûteux se trouvaient chez Chloé. La machine à café trônait, sous scellé, dans l'appartement de Céline, car elle avait été achetée avec le compte commun
la veille de la tentative d'installation de la maîtresse, Geneviève vint au tribunal vêtue d'un tailleur sombre et joua le rôle de la mère offensée. Elle déclara que sa belle-fille avait vécu au crochet d'Antoine pendant 8 ans et qu'elle essayait maintenant de le faire jeter en prison à cause d'une simple dispute de couple. Nathalie lui demanda pourquoi. Dans ce cas, la belle-mère avait donné à l'avance une clé à Chloé et lui avait ordonné d'apporter les rideaux. Geneviève répondit qu'elle voulait seulement faire peur à Céline pour qu'elle accepte de discuter normalement. L'avocate fit alors écouter son message vocal concernant les reçus, les membres de la famille et les faux actes. La belle-mère exigea qu'on coupe le son et hurla qu'elle n'avait pas donné son autorisation pour qu'on diffuse une conversation privée. Le juge la fit taire et lui rappela qu'il n'était pas en train de juger une querelle familiale, mais d'établir l'origine des factures présentées. Chloé vint témoigner de son plein gré. Elle ne regarda ni Antoine ni Céline. Elle confirma que son amant avait promis de l'installer dans l'appartement dès que sa femme aurait signé la reconnaissance de dette. Elle montra ses messages concernant le futur partage de l'argent et expliqua quand elle avait reçu le badge électronique. Antoine qualifia son témoignage de vengeance de femme rejetée. Nathalie diffusa alors la dernière minute de l'enregistrement audio. La voix d'Antoine y résonnait distinctement. Il prévoyait de forcer Céline à renoncer à son argent, de rembourser le crédit de la maison de campagne, et de l'accuser d'avoir inventé les faux documents. Après l'enregistrement, l'avocat d'Antoine demanda une suspension de séance. Dans les couloirs du tribunal, il proposa pour la première fois de discuter d'un accord à l'amiable. Céline formula ses conditions sans colère. Antoine renonçait à toute revendication sur l'appartement et reconnaissait qu'il n'en avait pas financé la rénovation. Le crédit de 10 000 € restait à sa charge exclusive, l'argent ayant servi à financer la maison de sa mère et des dépenses extra-conjugales. Du patrimoine commun devaient être déduits les virements faits à Chloé. Les hôtels, le bracelet, le badge supplémentaire et l'électroménager. Antoine devait indemniser Céline de la moitié de ces sommes. Elle ne réclamait pas de montant exorbitant, ni ne cherchait à le laisser sans salaire. Il était primordial pour elle d'établir le fait principal. L'appartement n'avait jamais été une monnaie d'échange pour ses 8 années de mariage. Et des factures falsifiées ne pouvaient pas transformer le bien d'autrui en la propriété de son mari. Antoine refusa de signer pendant longtemps. Il appelait Céline la nuit, lui envoyait des messages depuis de nouveaux numéros et lui assurait que sa mère avait tout inventé. Selon lui, c'était Geneviève qui avait rassemblé les reçus, trouvé d'anciens tampons, et l'avait convaincu que sa femme prendrait peur d'un procès. Le lendemain, sa belle-mère envoya à Céline la version inverse. Son fils avait lui-même fabriqué les actes, et elle n'avait fait qu'essayer d'aider à préserver leur mariage. Céline transférait ses messages à Nathalie et n'y répondait pas. Lorsqu'Antoine comprit que chaque nouvelle accusation contre sa mère devenait une preuve supplémentaire de leur collusion, les appels cessèrent. Cependant, le vrai coup dur pour Geneviève ne vint pas du tribunal. Laure vérifia les virements qu'elle effectuait depuis 2 ans pour payer le traitement médical de sa mère. Une partie de cet argent avait servi à acheter des matériaux de construction, une nouvelle cuisine et des meubles pour la maison de campagne. Sa belle-mère bénéficiait de soins gratuits couverts par la sécurité sociale, mais affirmait à sa fille qu'elle devait acheter des médicaments hors de prix. Laure exigea qu'elle lui rembourse son argent et stoppa ses virements mensuels. L'oncle Victor refusa de témoigner en faveur d'Antoine. Thérèse expliqua au reste de la famille pourquoi ils avaient été conviés à ce fameux conseil de famille. La femme qui s'apprêtait à dénoncer publiquement Céline comme une voleuse ingrate dut expliquer à tout le monde pourquoi elle avait amené la maîtresse de son fils. Valise comprise. Dans l'appartement de sa belle-fille, Antoine signa l'accord 4 mois plus tard. Sa plainte fut rejetée après la validation de l'accord amiable, et le divorce fut prononcé séparément. L'enquête sur les faux en écriture suivait son cours. Et Nathalie le prévint que leur accord familial ne détruisait ni les actes originaux ni les aveux déjà consignés. Pour payer sa compensation, Antoine dut vendre sa voiture, celle-là, même qu'il prétendait avoir sacrifié autrefois pour financer les travaux de l'appartement. En réalité, le véhicule dormait dans un box loué et servait pour ses rendez-vous avec Chloé.
La vente couvrit le premier versement dû à Céline et une partie de sa dette bancaire. Le reste était prélevé sur son salaire, selon un échéancier validé par le juge. Antoine n'eut d'autre choix que d'aller vivre chez sa mère. L'appartement en ville de Geneviève était vraiment trop exigu. Et au printemps, ils durent déménager au peuplier. Chaque matin, Antoine voyait désormais cette fameuse cuisine dont il avait tenté de soutirer le prix à sa femme. Il remboursait un prêt pour des cloisons, du parquet et de l'électricité, dans une maison que sa mère promettait toujours de diviser un jour entre lui et Laure. Des connaissances apprirent à Céline que les scandales éclataient presque tous les jours entre eux. Antoine exigeait que la maison de campagne soit mise à son nom. Geneviève lui répondait qu'après tout ce qu'elle avait vécu, elle ne faisait plus confiance à personne. L'alliance bâtie sur une tentative d'extorquer le bien d'autrui s'était achevée par une guerre pour ce qu'il croyait être le leur. Chloé récupéra ses affaires personnelles, mais laissa le bracelet et la machine à café jusqu'à la liquidation des comptes. Ellen revitiamais Antoine. Lors de sa dernière conversation avec Nathalie, elle présenta de brèves excuses à Céline. Celle-ci ne lui pardonna pas. Sans pour autant l'humilier, Chloé connaissait l'existence de la femme d'Antoine, et elle avait accepté de pénétrer dans son foyer, avec une clé volée. Mais c'était grâce à ces messages que la préméditation d'Antoine avait été prouvée. Céline lui dit simplement qu'elle lui remettrait le bracelet une fois que l'avocate aurait confirmé à qui il devait revenir. Après le partage des biens, elles se quittèrent sans réconciliation, mais sans hostilité nouvelle. Chacune assumait les conséquences de ses actes. Le jour où le divorce fut définitivement prononcé, Céline fit changer la serrure. L'ancien badge électronique d'Antoine reposait sur la table, à côté d'une photo de la valise que Geneviève avait jetée dans le couloir. Céline se débarrassa des rideaux rouges, toujours emballés par Chloé, enferma les documents de sa grand-mère dans un nouveau coffre-fort et invita Marguerite à prendre le thé. La voisine jeta un coup d'œil à l'espace vide près de l'entrée et lui demanda si elle n'avait pas peur de se retrouver seule après 8 ans de mariage. « J'avais peur quand je vivais avec des gens qui prenaient mon silence pour un consentement, » répondit-elle. « Seule. Pour la première fois. Je suis en paix. » Aïe. 1 mois plus tard. Céline repeignit la chambre et se débarrassa de la table autour de laquelle le tribunal familial avait siégé. Elle ne changeait pas d'appartement pour commencer une nouvelle vie. Elle s'efforçait simplement d'en effacer les traces du contrôle d'autrui. À la place des valises, elle installa un petit meuble à chaussures. À la place du carton de la machine à café, un pot avec un citronnier. Lorsque Geneviève l'appela une dernière fois en la suppliant d'oublier leur vieille rancœur au nom de la famille, Céline l'écouta jusqu'au bout. « Vous vouliez entrer dans mon appartement avec une clé volée ?» lui dit-elle. « Mais c'est par une porte que j'ai fermée moi-même que vous êtes sorti de ma vie. » Ezani. Après ces mots, Céline bloqua le numéro et tourna sa nouvelle clé dans la serrure.